We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Black Widow, donc le premier long métrage de la phase 4 du MCU. On l'a vu hier en projection et on va vous faire une vidéo, un petit récapitulatif à deux ensemble. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de dire vraiment ce qu'on a pensé du film, on va dire d'abord ce qu'on en attendait un petit peu. Donc Geoffrey, qu'est-ce que tu attendais un peu de ce film de Black Widow? Non, je rigole. On n'en attendait pas grand-chose. Je pense, moi personnellement, j'ai rien contre le personnage de Black Widow. Je trouve que Scarlett Johansson, c'est une des meilleures actrices qui a été castée dans le MCU, donc j'étais curieux qu'elle ait enfin un boulevard pour faire quelque chose. J'étais un peu curieux, du fait que, comme elle n'a pas de super pouvoir et que c'est censé être un film d'espionnage, il y a un peu un côté terre-à-terre, donc j'étais un peu sur mes gardes, mais je me disais pourquoi pas, cette fois ils assument qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent dans le passé, il n'y a pas de vrai enjeu lié à Thanos ou via l'univers étendu. Elle peut pas faire grand-chose à part se bastonner. Donc si c'est un vrai film d'espionnage, un truc à Jason Bourne, un truc ancré dans le réel, je me disais pourquoi pas. Mais j'étais quand même un peu sur mes gardes par rapport à tout ce côté trop grisâtre que je crains dans l'MCU et le fait que elle n'ait pas de super pouvoir et donc ça peut très vite être chiant. Et ouais, toi, qu'est-ce que tu attendais de ce film? Pareil, j'avoue que j'attendais surtout un bon film d'action. Ils l'ont vraiment vendu un peu comme un film d'espionnage en disant bon il n'y a pas de super pouvoir mais au moins ça va se bastonner. Donc j'étais en mode pourquoi pas. Ouais. Surtout que en vrai mine de rien la phase 4 en elle-même, j'étais assez confiant. Bon, je suis pas un grand fan de Marvel jusqu'ici mais il y a quand même des trucs que je trouve intéressants. Et là ils ont, quand même dans cette phase 4 ils ont engagé des grands réalisateurs, on peut le dire. Ils ont quand même, oui. Pas tous. Pas tous, mais il y en a. Il y en a qui sont pas confirmés, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même des pattes qui, on sent qu'ils ont essayé de laisser des pattes. Je veux dire, le film de Chloé Zhao, on a vu des images Eternal, ça a l'air de ressembler à un film de Chloé Zhao, ça doit être un film de super-héros. Donc, et Sam Raimi, bien sûr, on se dit, évidemment, c'était un peu en sous-texte de ce que je disais, bien sûr, Sam Raimi, évidemment. Mais ouais, on sentait qu'il y avait. On sentait vraiment qu'ils voulaient un peu plus laisser faire les auteurs, qu'il y avait... C'est un truc qui se fait de plus en plus d'ailleurs, je trouve, dans les films de super-héros, hein, chez DC par exemple, ça arrive beaucoup grâce à Joker. J'avais l'impression que, ouais, ils revenaient un peu là-dessus et que du coup, bon, j'ai pas vu de précédent film de Kate Shortland, mais qu'il y avait quand même un truc en plus et que le fait que c'était juste après un énorme truc gigantissime qui était Endgame, là, ils allaient revenir à un truc plus intime et que du coup, il allait avoir quelque chose... Ils allaient essayer de raconter quelque chose avec en fait. Donc c'est ça qui allait être... Et quelle désillusion alors. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on a pensé du film, puisqu'on est à peu près tous d'accord dans l'équipe. Pour info, on est 4 à l'avoir vu, on est tous d'accord dessus. Donc soit on est tous des connards, soit on est tous à peu près alignés et honnêtes. Mais... oui, là, je pense que la question un peu numéro 1, du coup, c'est est-ce que c'est un bon film d'action en fait? Parce que avant de parler vraiment du MCU et tout, je pense que beaucoup de gens vont le voir pour ça, hein, la castagne et tout. Parce que ça dure quand même 2h15, c'est assez long pour un personnage que beaucoup considèrent mineur entre guillemets, enfin du moins qu'il n'y a pas de gros super pouvoirs et tout. Et surtout quand tu compares à Avengers où ça peut durer plus de 2 heures, exactement. 3 heures, là ça fait pas beaucoup de différence pour une histoire qui est justement, comme tu le dis, intimiste, assumée, donc c'est assez étonnant. Exactement. Et donc voilà, ils ont beaucoup vendu le film sur les scènes d'action notamment. Et donc, je pense que je peux commencer et un peu résumer ce qu'on pense en disant que c'est un peu, c'est la catastrophe quoi. Franchement, c'est vraiment dommage, d'autant que c'est assez rythmé au début, mais en fait, il y a plusieurs scènes de baston qui en termes de découpage, en termes de direction artistique, de chorégraphie même, qui sont déjà pas du tout inventives. Et vraiment, on a vraiment du mal à se repérer. Pour moi, il y a 2 bastons qui représentent vraiment ce problème. Celle qui est au tout début, qui est la première fois où les 2 personnages principaux se rencontrent. Oui, qu'on a pas mal vu dans la promo, où il y a les 2 Black Widow qui s'affrontent, qui se bastonnent. C'est ça, voilà. Ce qui est d'ailleurs un peu une tradition dans les films Marvel, à chaque fois quand il y a le super-héros qui se voit, à chaque fois il faut qu'ils se bastonnent au début. Et souvent dans un décor pourri en studio, avec une table à casser et des couteaux à lancer, quoi. C'est ça. Et il y en a une à la fin, donc qu'on va pas spoiler, parce qu'on parlera de spoiler plutôt dans la deuxième partie, mais qui, en fait, les personnages se ressemblent beaucoup, et en fait, on comprend plus qui est qui au bout de 4 plans, parce que c'est vraiment découpé, il y a des inserts sur des bouts de rideau, enfin c'est... je trouve ça assez triste en fait. Oui, non mais c'est vrai que c'est un mal, on en a déjà parlé plein de fois sur l'écran large pour plein de films et c'est même pas propre au MCU, même s'ils en ont fait un art malheureusement, mais ce truc de scène d'action où pour à la fois masquer les doublures, sûrement masquer le fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps, que en fait visiblement tout le monde s'en fout de pas faire des meilleures scènes d'action, il n'y a pas cette envie de filmer avec des plans larges, de montrer la chorégraphie en entier, c'est vraiment surdécoupé, on hache, et même quand il y a des idées, parfois il y a des coups qui sont assez sympas dans les bastons, dans Black Widow, et je me disais, c'est con, parce qu'en fait j'ai perdu toute la violence parce qu'il y a eu 3 plans. Donc elle a roulé 4 fois,
elle est dans un mur, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et donc effectivement, c'est archi découpé, et déjà que c'est pas super inventif et que la DA est un peu tristounette et que c'est pas très excitant visuellement, mais en plus quand ça se bastonne et que c'est un film qui joue sur le fait que elles se bastonnent vraiment. Leur seul pouvoir, c'est de taper très fort. Ouais, c'est vrai. De pouvoir encaisser des coups, de pouvoir se relever même quand elles se prennent des roquettes dans la tronche, et on ne sent pas, malgré le faux sang qu'elles ont sur leur mascara et le fait que tout le monde est un peu en train de boiter au bout d'un moment, on sent pas la violence, et pourtant elles cassent des murs, elles cassent des trucs, mais ouais, donc les scènes d'action c'est hyper décevant, parce que c'est un film qui, plus que les autres, se base sur les coups, les combats, et pas les super pouvoirs, donc c'est quand même très triste que ce soit aussi terne à l'image. Là, ça repose vraiment là-dessus. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment de l'espoir à voir là-dessus, parce qu'on a vraiment en ce moment, hein, dans le cinéma américain, un vrai revival de l'action chorégraphiée avec les John Wick, les films de Jack. Je me rappelle plus de son nom de famille, mais il a un nom de famille super long. Voilà, Stahelski, voilà. Et tous les trucs qui en ont découlé, hein, récemment Nobody, hein, qui arrive en salle, où vraiment on a ce culte de l'action qui est beaucoup plus chorégraphié. En fait, les producteurs se rendent compte, en fait, les gens, ils aiment bien ça, quoi. Ils aiment bien voir des combats où on sent la violence des coups, où on peut vraiment voir ça comme une sorte de danse, on peut apprécier à quel point les doublures et les artistes sont efficaces, quoi. Ouais, c'est ça, l'illusion fonctionne et ça plaît à plein de monde, et c'est devenu une recette, donc c'est pour ça que c'est bizarre. Ouais, mais le principal problème de Marvel, en fait, c'est que, et c'est un truc dont ils vont jamais se défaire, en fait, c'est que vu qu'ils tiennent absolument que leur univers soit super compact, qu'ils se répondent à lui-même, en fait c'est toujours les mêmes personnes qui font les mêmes choses, et en fait du coup c'est toujours les mêmes bastons dans les mêmes films, même si les réalisateurs ou réalisatrices sont différents. Et là c'est quand même assez criant, c'est-à-dire que c'est vraiment des bastons interchangeables avec n'importe quel film du MCU. En général, c'est les réalisateurs de seconde équipe qui s'en chargent, hein, des bastons. C'est pas du tout Kurt Jortland qui a signé les grosses bastons du film. Et c'est pas propre à elle ou à ce film-là, d'ailleurs c'est comme ça dans quasiment tous les blockbusters, donc malheureusement c'est la norme. Et là, en réel d'équipe secondaire, on en a plusieurs, hein, mais voilà, il y a eu Jeff Aberstad, Darren Prescott, ils ont bossé sur Spider-Man, sur Iron Man 3, sur les deux Ant-Man, sur Doctor Strange, sur Captain Marvel. Il y en a un qui a bossé sur les cascades d'un épisode de Falcon. Enfin, en fait, au-delà de ça, c'est littéralement tout le système Marvel qui repose là-dessus. C'est-à-dire que Kevin Feige, il leur dit, faites-nous la même chose en fait. Hein. Il y a des centaines d'artistes qui bossent sur ces films, mais en fait, ils doivent juste copier ce qui a été fait jusque-là. Oui, il y a une uniformisation totale, mais encore une fois, c'est même pas que Marvel, puisque c'est très rare. Il y a que des Christopher Nolan qui n'ont pas de réal de seconde équipe, sinon c'est la norme. Mais c'est sûr que pour un film comme ça, on voit à quel point ça tire tout vers le bas, vers une espèce de grille, vers une norme, et on a l'impression d'avoir vu ces scènes de combat plein de fois par le passé, et en plus le fait qu'il n'y ait pas le Joker super pouvoir, ça les rend super ternes. L'autre truc qui est un peu décevant dans ce film-là, c'est que c'était censé, comme tu le disais, raconter une histoire un peu intimiste, et qu'est-ce qu'on en pense de cette histoire et ces personnages, notamment Black Widow et Yelena, donc sa sœur ennemie. Pour le coup, on était quand même plutôt d'accord pour dire que s'il y a un point positif, même si malheureusement il est noyé sous un peu tout le reste, c'est quand même un peu la relation qu'il y a entre deux, parce que bon, on est tous deux d'accord pour dire que Scarlett Johansson et Florence Pugh surtout, que beaucoup de gens attendent dans ce film, sont d'excellentes actrices, hein, bien sûr. Et leur relation est assez intéressante pendant la première partie du film notamment. Après, quand les autres débarquent, c'est une autre mayonnaise. Ouais, c'est ça. En fait, c'est encore une fois un truc un peu décevant parce que, comme tu le dis, c'est un duo d'actrices qui est intéressant. Ça donne un peu plus de matière au personnage de Black Widow qui était jusque-là beaucoup potty. Je change de coupe de cheveux, je suis le sidekick, je me sacrifie, on oublie que je suis là. Il y a eu beaucoup quand même d'errance autour de son personnage. J'ai fait 2000 Love Story. Voilà, elle a quasiment dragué tous les Avengers, même si elle a touché personne au final, quasiment. Enfin si, je crois qu'elle a couché quand même avec Hulk, il me semble. Mais enfin en tout cas, c'est un de ses enjeux principaux, c'est la couleur de ses cheveux et avec qui elle va flirter. Et là, elle a quand même une histoire où elle joue avec une autre femme, elle parle d'autre chose que des Avengers, même si. Et c'était intéressant d'avoir rencontre entre deux actrices, leur relation ramenée à la famille, bon ça on en reparlera encore une fois, mais ce qui est décevant, c'est que moi, le premier truc qui m'a dérangé déjà, c'est que Yelena est censée être un peu sa sœur ennemie, et il y a quand même sœur et ennemie. Et en fait, Yelena, très vite, on se rend compte que leur affrontement, il est illusoire, et elles sont très vite dans le même camp. Et donc déjà, je trouve que leur dynamique, elle est cramée en une scène. Elles se retrouvent, elles se battent, la scène dont on parlait, et après, en fait, elles sont dans le même camp, et c'est après des tensions qui sont quand même très superficielles. Ce qui est un peu se tirer une balle dans le pied, puisque ça aurait été intéressant qu'il y ait un peu plus de tension. On voit qu'à quel point c'est gentil et niais, et du coup leur relation, aussi intéressante soit-elle sur le papier, devient très vite très facile, ça rentre dans vraiment les sentiers battus. C'est pas un problème, on s'en doute, mais c'est quand même très décevant, et
Scarlett Johansson et Florence Pugh n'ont quand même pas énormément à faire, donc même si elles jouent bien des trucs un peu neuneux, au bout d'un moment on voit quand même les grosses limites de leur relation. Hein. Elles se tannent sur l'une qui est célèbre et pas l'autre. Ouais, en fait, tout le film est un peu sur cette construction parce qu'en fait, quand il réfléchit bien, en fait, à chaque fois, elle rencontre un personnage de sa famille, il se frite pendant 10 minutes et ensuite il se rabiboche. Et ensuite, elle rencontre un autre membre de la famille qui se frite pendant quelques minutes et il se rabiboche. Et en fait, ils font ça pendant tout le film. Oui. C'est une mécanique qui se reproduit comme ça. Et parce qu'en fait, à la fin, c'est ça qui, je trouve, thématiquement, pour moi, c'est vraiment une énorme faiblesse du film. C'est que, alors que justement, ils vendaient un truc un peu en mode sororité entre ces deux personnages, vraiment une relation de sœur à sœur qui est super intéressante, ils sacrifient complètement parce qu'en fait, ce qui compte finalement, c'est la famille, quoi. Comme dans tous les films américains, il faut que ça se termine. Enfin, on voit venir en bout de 20 minutes. Leur seule variation, c'est que c'est pas des familles liens de sang comme les Avengers. C'est une autre variation où c'est pas vraiment une famille, c'est juste une famille. Je sais pas, symbolique qui s'est formé dans cette espèce de traumatisme de la Russie et tout ça, mais c'est sûr que très vite, ça s'est martelé, il faut qu'on comprenne. Et comme tu le dis, ce truc de famille, c'est marrant, c'est construit comme une sitcom, en fait, il y a des mises en jeu, juste là, ils se tapent au lieu de boire du thé dans leur salon pourri, mais au final, de la vodka, mais c'est la même dynamique un peu de petits conflits, tu m'écoutais pas assez quand j'étais petite, si on chantait une chanson, je ne rigole pas, c'est dans le film, donc il y a quand même beaucoup des mécaniques de sitcom, et en plus, parfois un humour lourdingue de sitcom. Mais Florence Pugh et Black Widow ne sont pas les pires, enfin Scarlett Johansson et Florence Pugh ne sont pas les pires, puisque quand même, dans cette famille, donc il y a Rachel Weisz et David Harbour. Parlons de David Harbour. Alors moi je pense que David Harbour devrait arrêter, il faudra arrêter de l'engager. Donc David Harbour, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est donc le shérif de Stranger Things, et c'est Hellboy, version Mila Jovovich. David Marshall. Et c'est, moi je le supporte plus, je trouve qu'il joue très mal, il a des rôles vraiment de merde, et qui fonctionne que sur le même truc de un peu... je sais même pas comment définir ça sans être méchant, mais ouais, d'ours un peu, de mec un peu renfrogné, mais qui a quand même un grand cœur. Là, il joue à fond, mais c'est pas de sa faute, ils le font jouer à fond, cette carte du gros beauf avec un gros cœur et qui est censé toujours un peu dénoter de la niaiserie des autres, mais c'est encore plus con, donc c'est encore plus gênant. Et il est pas drôle, et ça casse totalement déjà que cette famille, elle m'énerve, elle est très vite chiante, mais en plus avec lui... Ouais, pourtant, en plus, ce personnage n'est pas inintéressant parce qu'en fait, son ressort comique, c'est qu'il est ultra égoïste. C'est-à-dire que quand il voit enfin sa famille depuis ultra longtemps, il pense qu'à lui, à sa gloire passée et tout et tout. Oui, au fait qu'il se considère comme le pendant soviétique de Captain America et qu'il pense être une gloire dans les comics et dans la culture populaire. Donc c'est un loser total. Ultra intéressant sur le papier. Mais qui est juste un running gag qui est utilisé 4 fois et qui est jamais exploité. Donc c'est même pas vraiment blague, drôle. En fait, c'est ça, c'est tout. Et c'est d'autant plus dommage parce qu'on était tous d'accord pour dire que la scène d'intro pousse des trucs vachement intéressants sur cette thématique entre les deux sœurs et même de la famille. C'est-à-dire qu'on a cette idée un peu que... Parce qu'en fait, la scène d'intro relate du coup... elle relate très vite fait leur vie aux États-Unis qui a duré très très peu de temps en fait et qui était complètement fausse parce qu'ils étaient déjà gens infiltrés, pardon. En fait, on se rend compte que le personnage s'est construit parce que sa source de bonheur, en fait, la chose sur laquelle elle s'est construite, c'est un truc qui a duré très très peu de temps, deux, c'est sa seule un peu idylle américaine, ce qui fait beaucoup de sens sur le fait qu'après elle ait rejoint un peu le symbole américain par excellence qui est les Avengers, et en plus tout est faux quoi. Et c'est assez intéressant, c'est effleuré quelques instants dans le reste du scénario, mais en fait finalement ça revient sur un truc de famille presque... à la Fast and Furious quoi. Enfin genre vraiment c'est ça quoi. Clairement. Mais d'ailleurs, maintenant que tu le dis, je me dis que ça ressemble beaucoup à l'origin story de Wanda. Qui a grandi avec l'illusion d'une Amérique qui après s'est transmise en sitcom dans WandaVision. Et là c'est pareil, c'est Black Widow qui a grandi dans un truc qui ressemble vraiment au pilote de The Americans, la série. Il partage un scénariste, Jack Schaffer. C'est vraiment la vibe qu'au début. Et effectivement le début du film est intéressant, mais ça ne fait que mettre encore plus en lumière le fait que la suite est quand même beaucoup moins stimulante. Dans les autres trucs qu'on peut citer sur ce qui ne va pas dans ce film là, c'est quels sont les méchants. Voilà, ça aussi c'est un autre gros problème puisque on va pas revenir dans le truc Hitchcockien classique de ils font un bon méchant pour faire un bon film, mais un peu quand même. Et surtout là il se trouve que, surtout dans un film de super-héros, ils ont sorti le Joker Taskmaster qui vient des comics, c'est un personnage qui est quand même assez cool, puisqu'un de ses traits de caractère notamment c'est qu'il peut imiter les mouvements de tous ses adversaires et donc devenir un peu le miroir parfait et donc littéralement invincible d'une personne puisqu'il part tous les coups et fait exactement ce que fait la personne en face. Ce qu'on voit dans le premier affrontement avec Black Widow, qui est une bonne idée, mais qui n'est pas du tout exploité dans le film, disons-le clairement, parce que c'est quand même un truc, il faut que ce soit explicité pour qu'on se rende compte vraiment que c'est un trait de son caractère, tellement c'est pas clair dans les combats qui sont mal chorégraphiés, mal pensés et nuls. Mais en plus, finalement, il y a un truc où il fait à la Captain America avec un bouclier, histoire qu'on comprenne bien, c'est surtout le bouclier qui fait tout. Il y a un truc où il fait un peu une pose de merde à la Black Widow.
et à un moment où il fait une pause à la Black Panther. Black Panther, ouais. Et les trois sont à peu près inutiles. Il y a une baston au début où il y a un jeu de parallélisme qui est construit pour montrer que mais ça dure oui, puis 20 secondes. C'est une pause de magazine qui était d'ailleurs dans l'image de promo, donc en fait ce n'est pas plus utilisé que ça. Il n'y a pas un vrai combat en miroir où Black Widow est confrontée à elle-même, ce qui aurait été thématiquement très intéressant et pertinent vu ce qui se passe dans l'histoire. Exactement. Ouais. Donc c'est quand même une occasion totalement manquée, le surtout pertinent qui est un peu méta avec Taskmaster, c'est cette illusion de voir toujours les mêmes choses comme on a face au film. En fait c'est un miroir vraiment vertigineux d'un film qui ressemble à un autre film qui ressemble à un autre film. Et ben c'est Taskmaster. C'est vrai que c'est assez inconscient mais c'est un peu la réalité. Voilà, c'est l'angle d'analyse le plus intéressant. C'est vraiment un énorme gâchis quoi, c'est juste ça. On peut dire ça de beaucoup des antagonistes, hein. Je pense que... Alors je sais pas si on peut dire le nom de l'acteur, je sais plus s'il a été mis dans la promotion. Non, on va juste être un peu vague en disant qu'il y a un autre antagoniste. Grand méchant, voilà. Tout le monde s'en doute qui est, mais c'était un cliché de méchant. C'est un cliché d'un vieux méchant, d'un James Bond pourrave de seconde zone, quoi. Vraiment, c'est ridicule. Il a deux doigts de prendre son cigare et faire ha ha ha. Donc bon, c'est... Après lui, c'est vraiment le méchant bas de gamme qui à un moment déroule son plan comme dans un sketch. Donc limite, on dirait qu'il est sacrifié et qu'il est juste là pour thématiquement faire avancer le film. Mais Taskmaster, c'est vraiment problématique puisque c'était un... En plus, c'est hyper intéressant parce que ce personnage-là apparaît comme un Terminator. Oui, c'est vrai. À un moment, il semble indestructible. On se dit, mais comment vont-elles faire? Elles peuvent se battre, mais ce truc, il est invincible, il a une armure, il détruit littéralement tout. Comment vont-elles faire? Et finalement, c'est jamais vraiment invoqué. Il sort des jokers hyper niais à la fin. Et c'est vraiment la grande occasion manquée d'avoir donné un antagoniste fort qui est assez identifié en plus des amateurs de comics. Donc c'est vraiment très dommage. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie spoiler, donc si vous ne voulez pas voir ce qui va se passer dans la fin du film, ne regardez pas parce qu'on va donner notre avis sur le climax et toutes les grosses révélations qu'il y a dans le film. La première étant bien sûr l'identité de Taskmaster, qui est donc Olga Kurilenko, personnage grillé au bout de 3 secondes de générique parce que son nom apparaît très vite et que par déduction, par élimination, on se doute que c'est elle, voilà, c'est pas compliqué. Parce que pour rappel, on savait qu'elle était castée dans un rôle indéterminé un peu secret, donc on se disait bon peut-être guest, peut-être teasing, d'autres choses, et quand on la voit aussitôt, comme tu dis, bah on se dit elle va jouer quelqu'un d'important, et donc on passe le film à régulièrement se dire qui va-t-elle jouer? Et c'est grillé puisque Taskmaster... En fait, le personnage du méchant qui contrôle Taskmaster a vu sa petite fille soi-disant mourir parce que Black Widow l'a tuée dans un flashback, on le découvre. Et quand tu meurs dans une explosion dans le MCU, tu ne meurs pas. Voilà, et donc on se dit clairement, est-ce que ça pourrait pas être Olga sous le masque? Il se trouve qu'elle est révélée et que la pauvre, elle doit changer de manager, elle doit vraiment repenser sa carrière parce que passer d'un Terrence Malick à ça, il y a un gros problème. En passant par le traducteur. En passant par... ne parle pas de malheur, ne parle pas d'horreur, mais elle a une ligne de dialogue. Elle apparaît littéralement dans 2 ou 3 scènes parce que sinon c'est un costume, on voit pas le visage, donc clairement elle a dû venir une demi-journée sur le tournage. C'est très triste. Et en plus, encore une fois, ça abîme le personnage de Taskmaster puisque finalement il est encore plus humanisé, encore plus niais, et il est beaucoup moins menaçant et très vite il y a une pirouette un peu dramatique de merde pour l'humaniser, avoir une forme de pardon. C'est nul. C'est très très raté. C'est à l'image de toute façon du climax dans lequel il apparaît, qui est quand même une accumulation, de poncifs, mais ça on l'a déjà dit, qui sont assez ouf, dans toute la partie dans le vaisseau spatial, donc le gros climax, et 2, d'une écriture complètement à la ramasse. Hein, je pense donnons des détails, parce que déjà il faut savoir que tout le film tourne autour d'un MacGuffin bien pourri, qui est une sorte de fiole magique de fumée rouge avec des paillettes, qui, c'est ça clairement, qui rend à chaque personne leur libre arbitre en 1 seconde chrono. Et c'est ce truc-là que les personnages ont toujours sur eux, n'est jamais cassé même quand elle tombe de 3 étages, mais bon, peu importe. Et jusqu'à la fin, elle court autour de ce truc-là, donc déjà c'est un MacGuffin très faiblard, qui est quand même hyper basique, et tout tourne autour de cette immense station à la fin qui est cachée dans les nuages, on dirait la fin de Captain Sky avec Angelina Jolie et Juno, sauf que ça ressemble surtout au vaisseau des Avengers et Nick Fury à la fin du premier, donc c'est quand même le truc le plus fantasy de Black Widow, et c'est un des trucs les plus déjà vus, donc c'est encore moins excitant quand on est à la fin, on se dit mais tout ça pour ça, donc... climax pourri, et comme tu le dis, alors vas-y, parle-nous de ces petits twists qui à la fin qui sont quand même parmi les pires. Il y a un sacré combo quoi, qui doit... En plus, en 15 minutes, il y a tout, je crois. Hein. T'as le combo masque à la Mission Impossible qui avait déjà du coup dans Captain America et le Soldat de l'Hiver. Ensuite, t'as, je trouve, le sommet qui est les phéromones du grand méchant qui, en gros, il a des phéromones, du coup, on peut pas le tuer. Alors, quand on était avec Simon dans la salle et en fait on a rigolé en même temps, genre on s'est vraiment... C'est vraiment des jokers qui sortent de leur manche en disant en fait elle pourra pas le tuer parce que phéromone. Non seulement c'est un grand truc du MCU, mais c'est magique, c'est scientifique, mais c'est
juste un truc scénaristique. Et en plus, c'est une bêtise absolue, c'est-à-dire que le mec, il entraîne des assassins de fous qui peuvent faire tout ce que tu veux et elle peut pas servir d'un sniper pour le défoncer de loin ou lui faire sauter un truc dessus. Enfin, j'en sais rien, c'est vraiment débile, ça sert juste à cette scène. D'ailleurs, ce truc du je me pète le nez pour pas sentir, encore une fois, vieux twist, enfin, franchement, pourquoi il n'y a pas pensé avant? Bref, c'est bête, voilà, c'est bête. Et après, t'as le moment où il piège Rachel Welch dans l'endroit où elle doit couper les moteurs en gros de la grosse superstructure et elle arrive à s'échapper par une trappe qui fait genre la taille. Mais genre, aviez-vous vu la trappe d'aération pour la sortie de secours? Mais globalement, c'est très mal raconté parce que un des pires trucs que je déteste, et d'ailleurs qu'on a vu aussi dans Cruella et qu'on voit dans le film Resident Evil, pour vous dire le grand écart de merditude d'écriture, c'est que on nous cache quelque chose et c'est sorti un moment comme une surprise. C'était impossible de s'y préparer, il n'y a pas de suspense et tout, c'est vraiment la pure surprise. Et pour nous l'expliquer, il y a un flashback quasiment, on voit les personnages réexpliquer ce qu'on vient de nous exprimer. Ouais. Alors là, c'est le fait qu'en fait, Rachel Weisz et Scarlett Johansson ont échangé leur identité avec ces masques à la con CGI qu'on a vu dans Captain America et on pouvait pas le savoir. Ouais, ça n'a aucun sens dans leur comportement. Il y a plusieurs moments où on se dit mais si tu le sais, pourquoi t'as agi comme ça et tout. Et donc t'as des flashbacks 2, 3, 4 fois qui nous expliquent le moment où elles mettent leur masque qu'on avait déjà compris. Donc c'est vraiment le degré 0 de l'écriture qui est censé nous surprendre. On arrive à un climax qui enchaîne comme ça les trucs qui explosent. Et après c'est une débauche d'explosions dans tous les sens où personne n'est touché. Les gens passent des étages, ils courent dans tous les sens, t'as des doublures numériques de tous les côtés. C'est dégueulasse. Et les moments qui seraient un peu cool en termes de scène d'action pour revenir à ça, quand elle commence à tomber, il y a un peu de la chute libre, de la poursuite dans les airs. Il y a un travelling arrière qui est rigolo. C'est le seul plan que j'ai trouvé assez marrant dans le film. Et il y a un truc marrant où elle glisse sur des décombres dans les airs et tout ça là. Tout vu dans la bande-annonce, ça dure 20 secondes. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça finit encore une fois avec un combat tout pourri dans la boue au milieu de 3 débris devant un fond vert où elles se mettent 3 coups et il y a une mare d'eau et voilà. Et on se dit. Dommage parce qu'il y a 3-4 plans quand ils sont en l'air qui sont pour le coup très spectaculaires. Enfin, tu sens que les mecs d'effets spéciaux ils ont fait leur taf. C'est vraiment impressionnant quoi, mais ça dure 30 secondes en fait. Dès qu'il y a un micro-dose de potentiel de tension dans le climax ou d'enjeu qui sort, non, ça s'écrase par terre, littéralement. Hein. Littéralement. Et oui, il se tape dans la boue, c'est vraiment pas ouf. Ouais, puis petite note aussi sur la thématique de la sororité avec vraiment la famille d'adoption et tout ça. Il y a tout un sous-texte lourdingue sur le trafic sexuel, la manipulation des femmes dans le monde, vraiment le marché de l'être humain et des femmes, puisque c'est explicité comme ça, puisque le méchant est un vieux dégueulasse qu'on dirait sortir de Soprano, et qui vraiment manipule les jeunes filles à travers le monde. Et à la fin, il y a quand même vraiment le truc lourdingue où Yelena prend la main des autres qu'elle a libérés. C'est vraiment, soyons des Amazones et vraiment partons sur notre île et sauvons le monde. C'est une thématique qui est intéressante dans le fond qu'ils auraient pu exploiter puisque c'est un film féminin sur des femmes qui sont vraiment exploitées, des espionnes et tout ça qui sont utilisées pour leur physique pour vraiment manipuler les hommes et le monde. Mais c'est vraiment, déjà c'est survolé et surtout quand ils commencent à en parler, on a envie de dire ouais en fait non, survole le par s'il te plaît parce que c'est encore plus gênant qu'autre chose. C'est vrai. Mais bon voilà, en fait c'est un peu à l'image du film, hein, de Taskmaster, de tout ça, qui sont... Il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui étaient intéressants sur papier et en fait on a l'impression qu'ils sont conscients de faire un film mineur, du coup tout le reste sera mineur aussi. Le méchant sera mineur, les personnages secondaires sera mineur, tout le monde sera mineur. Et petit mot quand même sur, en parlant de spoilers sur les scènes post-génériques, mais il n'y a pas grand chose à spoiler, c'est qu'il y en a 2 qui essayent de relier ça un peu officiellement au MCU. Alors la première, c'est qu'on voit le super avion que Black Widow, Natasha, va utiliser pour aller voir Steve Rogers et libérer les Avengers qui sont emprisonnés à la fin de Civil War, puisque tout ça se passe après Civil War, et enfin au milieu de Civil War de tout ce bordel-là. Ouais. Et la deuxième, qui est peut-être plus intéressante, c'est que on voit le personnage joué par Julia Louis-Dreyfus dans la série Falcon et le Soldat d'hiver apparaître sur la tombe de Natasha, qui est donc bel et bien morte. Hein, a priori, il n'y a pas de surprise de ce côté-là, tant mieux. Et Yelena est en train de se recueillir sur sa tombe. Et le personnage de cette connasse, puisqu'elle est vraiment présentée comme une connasse, donc appelons-la comme ça, même si son vrai nom, c'est... Valentina Allegra de Fontaine, j'ai noté. Voilà, et donc ce personnage qu'on a vu dans la série Falcon, et qui vient pour... attention, lui dire que le méchant grand responsable de la mort de Natasha dans Avengers Endgame, c'est Hawkeye. Et que donc, si elle veut le buter et venger sa sœur, elle doit aller tuer Hawkeye. Voilà, c'est clairement pas le truc qui est le plus excitant, c'est pas très stimulant. Ça fait le pont entre la série Falcon et les Soldats d'hiver avec le personnage de Julia Louis-Dreyfus et la série Hawkeye qui va arriver plus tard où on sait que Florence Pugh va apparaître. Voilà, excitez-vous avec ça parce que c'est tout ce que le film a donné. Donc pour tous ceux qui s'attendaient à peut-être une révélation ou un truc... Ouais, non. Ça a vraiment pas un grand impact sur l'univers Marvel en général, ça n'a pas un grand impact sur nos rétines non plus. Bref, tout ce qu'on peut retenir vraiment de Black Widow, c'est l'apparition de Florence Pugh en prochaine Black Widow, et tant mieux parce que c'est une super actrice. On espère qu'elle aura mieux à jouer, à faire
et à taper que Scarlett Johansson jusque-là dans le MCU. En tout cas, on va conclure comme ça cette vidéo. Sachez que pour le jour de la sortie, on va publier une vidéo qui va revenir sur Black Widow, mais surtout les conséquences que ça a dans le MCU pour la phase 4. Vous pouvez a priori déterminer que ça va pas être très positif, mais on va un peu parler de tout ce que ça peut annoncer sur la suite d'assez inquiétant. En tout cas, allez voir Black Widow comme d'habitude. Nous, on a donné notre avis. On est 4 à avoir trouvé ça assez nul, voire très nul. Mais il faut que vous y alliez. Donnez votre avis dans les commentaires sur le site. Insultez-nous, mais dites-le sinon de manière très bienveillante. Cette vidéo se termine et je vais vous dire comme d'habitude qu'il faut vous abonner, commenter, partager et surtout partager votre amour pour le cinéma et éventuellement pour Marvel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Salut! Stop!